RMC, 13h06, l'heure de retrouver Éric Brunet. Merci Nicolas Marsan. Ce matin, j'arrive à RMC, je feuillette le dernier numéro de Courrier International qui était sur mon bureau. Et là, page 18, je tombe sur un article extraordinaire. Maroc, pays d'immigrés espagnols. Pour fuir le chômage, ils sont de plus en plus nombreux, les Espagnols, à quitter leur pays pour se rendre notamment dans le royaume chérifien. Ça, c'est extraordinaire. C'est le monde à l'envers. Il y a maintenant, à l'heure où je vous parle, 300 000 travailleurs espagnols au Maroc. Et ça monte, et ça monte. Ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 5 ans. C'est subjugant. Et parmi ces travailleurs, il y a beaucoup de clandestins. Imaginez la situation. Ces clandestins espagnols au royaume du Maroc peuvent être attrapés par les forces de police et reconduits aux frontières, chez eux, dans leur pauvre et misérable Europe. Et oui, c'est vrai qu'en Espagne, on a des taux de chômage qui dépassent les 25%. Alors, oui, c'est un phénomène assez fréquent. Maintenant, que des citoyens européens aillent chercher du travail en Afrique, mesdames, messieurs. J'adore ce sujet parce que, il nous interroge sur ce que nous allons devenir après la crise. Et c'est un scénario probable, à mon avis. Je sais que vous allez être nombreux à vous dire Brunet délire complètement, Brunet est devenu fou. Mais c'est vrai qu'il y a en Europe des pays qui vont très mal, où la situation de l'emploi est dramatique. L'Espagne, le Portugal, la Grèce, bien sûr, l'Irlande. Et à côté de cela, il y a sur le continent africain, pour moi un continent d'avenir sur le plan économique, il y a des pays qui, eux, vont bien. Attendez, j'ai une petite liste. Le Ghana d'abord, tiens, le Ghana, numéro 1, champion de la croissance en Afrique. Vous savez combien il y a de croissance au Ghana ? 13,7% de croissance. 13,7%. Je vous rappelle qu'en France, les plus optimistes, c'est-à-dire les socialistes, espèrent un petit 0,1. Hein? Là, ils sont à 13,7, les Ghanéens. Ah voilà, oui, c'est ça. Après, vous avez le Congo et son pétrole. Vous avez le Botswana avec une croissance incroyable. Botswana, fabuleux, hein. Le Zimbabwe, également une croissance absolument incroyable et un retour favorable aux affaires parce qu'il y a au Zimbabwe un gouvernement d'union nationale qui est en place désormais. Et le business revient au Zimbabwe et l'emploi revient au Zimbabwe. Même chose pour le Nigeria, malgré un vrai problème de corruption. Le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, attire beaucoup de main-d'œuvre. Et puis que dire de l'Angola où il y a eu une guerre civile pendant des années. Très beau pays, l'Angola, qui est un pays lusophone, une ancienne colonie portugaise. Énormément de Portugais quittent Lisbonne, Porto, leur ville du Portugal pour aller trouver de l'emploi dans ce pays, l'Angola, où il y a beaucoup de pétrole. Même chose pour la Zambie, pour l'Éthiopie, oui, pour le Mozambique, pour la Tanzanie, pour le Malawi. Il faut oublier les images d'Épinal du passé et considérer ces pays comme des vecteurs de croissance incroyables et des pourvoyeurs d'emplois. Alors parfois, c'est vrai, l'Afrique c'est un peu inconfortable pour plein de raisons, mais il faut peut-être envisager l'Afrique désormais de façon un peu différente. Et puis bien évidemment, les pays qui sont les plus proches de nous, parmi lesquels le Maroc, où déjà, des centaines de milliers d'Européens travaillent, 300 000 Espagnols, vous disais-je, et probablement des dizaines de milliers de Français. Ben voilà, mesdames, messieurs, je voulais juste aujourd'hui vous interroger sur ce sujet. Moi, j'ai une conviction absolue, mais absolue, c'est que, les emplois de demain, pour ces Français et ces Européens qui n'ont plus de travail, ils sont peut-être en Afrique. Oui, nous allons devenir la main-d'œuvre de l'Afrique renaissante. J'en suis convaincu. Vous n'êtes pas d'accord ? Vous m'appelez au 3216. Moi, j'ai des chiffres, j'ai des experts, et je vous attends, mesdames, messieurs. Bonjour Antoine Perrin. Bonjour Éric, bonjour à tous. Sujet passionnant évidemment aujourd'hui, vous l'avez compris. Pour Éric, pour toi, les Européens vont devenir la nouvelle main-d'œuvre du continent africain. Carrément d'accord ou carrément pas d'accord. Vous votez, en tout cas vous êtes nombreux. C'est oui ou c'est non par SMS au 6 10 71 ou bien sur le site rmc.fr. Pour l'instant, une toute petite tendance. Vous êtes 53% carrément d'accord avec Éric Brunet. Et puis vous le savez, comme tous les jours, je vous offre une très belle tablette tactile Samsung. Vous aurez un peu plus d'informations tout à l'heure vers 13h25. À tout de suite, les amis. Moi, je
suis partie parce que je n'avais pas des perspectives d'évolution qui m'intéressaient. Et créer une entreprise en France, non, c'est pas quelque chose d'envisageable. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Ah, j'embrasse tous ceux qui nous écoutent, tiens, sur le continent africain. Ils sont très nombreux à nous écouter sur Internet. J'embrasse le Maroc, bien évidemment, les Marocaines et les Marocains, les Sénégalais et les Sénégalais. J'embrasse tout particulièrement mon ami Jean Léonce, qui doit être aux alentours de Dakar à la minute où je vous parle. Gros baiser pour mon ami Jean Léonce. Voilà. Alors, aujourd'hui, sacré sujet, hein, mais à mon avis, passons quelques instants à réfléchir à ça. Il semblerait que nous, Européens, eh bien, soyons programmés pour devenir dans les prochaines années la nouvelle main-d'œuvre de l'Afrique. Ah, l'idée ne vous plaît pas, mesdames, messieurs? Eh bien, vous pouvez voter contre moi, c'est gratuit sur rmc.fr. C'est gratuit, mais moi, je pense que c'est notre destin. Alors, je dis pas que 65 millions de Français vont travailler pour l'Afrique, non. Je dis simplement que les économies dynamiques, elles sont là-bas. Des économies qui font 10, 12, 13% de croissance, c'est des économies qui cherchent de l'emploi, des petits emplois, des petits boulots, mais aussi des boulots d'experts. Alors, on parle de ces 300 000 Espagnols qui ont franchi la Méditerranée, qui sont aujourd'hui clandestins ou pas, qui sont des travailleurs en situation régulière ou pas au Maroc. C'est quand même extraordinaire. C'est nos voisins d'Europe dont je parle, des Espagnols, qui vont chercher du boulot au Maroc. 300 000 personnes, pas 30, 300 000. C'est extraordinaire. Et je pense que c'est notre devenir à tous. Voilà. Alors, beaucoup d'intervenants aujourd'hui dans cette émission. On ira voir dans quelques minutes un monsieur qui s'appelle Hicham Abdel Moula. Je ne le connais pas, mais j'ai vu qu'il était cité dans un article. Alors, avec Antoine Perrin, on lui a téléphoné. Il sera avec nous dans un instant. Il est restaurateur à Tanger, au Maroc, ce monsieur. Et j'ai l'impression qu'il va nous dire, un peu comme un restaurateur à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse ou à Lille, il va nous dire, ah bah oui, bah ça, j'en ai des gens qui veulent venir bosser pour moi dans mon restaurant. Hein. Des Espagnols, des Italiens, des Français, c'est fabuleux. Je trouve ça, c'est le monde à l'envers. C'est saisissant. Il y aura également Pouria Amirchahi, qui est député socialiste des Français de l'étranger, qui connaît bien sa circonscription. En gros, les Français de l'étranger, c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Ça comprend le Maghreb. Mais tout de suite, l'économiste Marc Toiti, auteur du dictionnaire terrifiant de la dette aux éditions du Moment, très bonne maison d'édition. Marc Toiti, il est souvent sur RMC pour parler d'économie, avec les grandes gueules notamment. Mais aujourd'hui, avec lui, on va parler de ces phénomènes migratoires incroyables à rebrousse-poil à l'envers. Bonjour Marc Toiti. Oui, bonjour à tous. Il y en a qui ont la gueule de bois, là, en m'écoutant, qui se disent bon sang de bonsoir. Oui. Nous, la vieille Europe, allez bosser en Afrique. Non, 3 fois non. Ah oui, malheureusement, c'est ce que j'appelle le revers de la médaille de la mondialisation. C'est-à-dire que pendant des années, effectivement, nous avons été, entre guillemets, les maîtres du monde. Hein, nous avons constamment, donné le là. Nous avons constamment profité de cette mondialisation. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. Hein, vous l'avez dit, parce que malheureusement, il n'y a plus de croissance chez nous. Quand on dit chez nous, c'est surtout évidemment en France. Il faut savoir que, et en Europe, bien sûr, depuis 6 ans maintenant, la croissance qu'on a chaque année en moyenne dans la zone euro, c'est 0%. Ouais. Il n'y a rien. Avec un taux de chômage, évidemment, qui augmente. Et donc, que ce soit nos entreprises, mais également les particuliers, ils vont regarder ailleurs, là où il y a de la croissance. Et moi, je vois ça aujourd'hui avec nos jeunes, par exemple. Hein, je suis aussi maître de conférence à Sciences Po. Et je vois mes étudiants qui me disent, je suis dans la finance ou ailleurs, mais j'ai pas de boulot en France, je vais aller à Singapour, je vais aller aux États-Unis, etc. Oui, alors, Marc Toiti, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Vous avez raison. Sauf qu'aujourd'hui, quand on parle comme ça, dans les dîners chez des copains, on dit, ah bah oui, moi, mes enfants, s'il y a plus de boulot en France, ils iront en Chine, ils iront, je sais pas, aux États-Unis, à Sao Paulo au Brésil, à New Delhi en Inde, ils iront au Qatar, à Doha, dans le monde, dans la péninsule arabique où il y a beaucoup d'argent. Mais jamais personne disait, mes enfants iront au Ghana. Jamais personne ne disait ça jusqu'à présent. C'est vrai que c'est très surprenant, mais d'un autre côté, c'est parce que dans ces pays-là, je dirais, ce sont des terres vierges, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire. Dans ces pays-là, il suffit d'aller, c'est entre guillemets les grandes glorieuses. Ah bon, alors il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup d'instabilité, il faut faire attention. Hein, c'est pas non plus l'Eldorado, mais clairement, c'est vrai que pour nous, Français, qui avons quand même, je dirais, une technicité, qui avons un savoir-faire, qui avons une bonne image encore, là c'est le moment d'en profiter, parce que sinon c'est pas compliqué. Si ce ne sont pas les Français qui vont justement au Ghana ou ailleurs en Afrique au sens large, ce sont les Chinois. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, vous êtes surpris par le nombre de Chinois qui sont installés. Et parce qu'ils ont bien compris que c'était une terre de croissance forte là-bas. Au Sénégal où je vais, c'est incroyable.
incroyable. Quand vous arrivez à l'aéroport de Dakar, vous avez énormément de Chinois qui viennent avec leurs épouses, leurs enfants. Exactement. Deuxième truc qui est tout à fait extraordinaire. Bon, je vous ai dit que l'idée d'avoir des enfants qui migrent, oui, mais que l'idée africaine n'avait pas encore émergé dans la société française. Deuxième chose, c'est que nous, l'image d'Épinal, quand on imagine un Français qui travaille en Afrique, on voit le type, les mains sur les hanches, qui regarde un engin qui extrait du pétrole, et puis le type en question, le Français, c'est le bon blanc ingénieur. Alors que là, quand on regarde les 300 000 Espagnols qui travaillent au Maroc, par exemple, eh bien, ce sont des petites mains, ce sont parfois des clandestins, ce sont des gens qui sont serveurs dans un restaurant, ce sont des gens qui y vont pourquoi? Pour le lifestyle ou simplement pour l'argent, parce qu'il y a besoin d'argent pour vivre. Non, vous savez, les chiffres, si on prend le cas de l'Espagne, sont dramatiques. Aujourd'hui, en Espagne, on a un taux de chômage de 27% de la population. Chez les jeunes, en Espagne, d'ailleurs c'est le même chiffre en Grèce, on a un taux de chômage de 57% des moins de 25 ans. Je ne sais pas si on se rend compte, mais même en France, on n'est pas très très loin, on est à 27% de taux de chômage des jeunes. Donc évidemment, c'est pas par plaisir, c'est une nécessité. Et ce qui est très surprenant, vous l'avez bien dit, quand on va dans ce qu'on appelle les pays émergents, d'ailleurs vous savez, on les appelle les pays émergents, ça nous rassure. Mais en fait, ils sont pas émergents, ils sont émergés depuis bien longtemps. Mais nous, on a encore ce passé colonialiste qui nous oblige à les appeler comme ça. Mais ce qui est important, c'est que moi, je suis toujours surpris de voir la technicité des entreprises. Alors bien sûr, il y a des entreprises bas de gamme, etc. Mais quand on va par exemple en Chine, on s'attend à voir effectivement du bas de gamme, et en fait on voit des entreprises avec une technicité parfois meilleure qu'en France. Donc c'est ça qui surprend. Et bien sûr, vous l'avez bien dit, les ingénieurs, ce ne sont plus des Américains ou des Européens, ce sont des Chinois. Vous voyez, donc ça c'est effectivement la nouveauté. C'est extraordinaire. Mais ce qui est fabuleux, Marc Toiti, dans cette inversion des valeurs, c'est que je lisais, j'arrive pas à retrouver l'article. J'ai lu il y a quelques semaines un article extraordinaire où des anthropologues ou des sociologues nigérians du Nigeria sont venus quelques semaines en France, à Versailles, visiter une famille BCBG catho-versaillaise, si vous voulez, pour les analyser comme des sociologues, comme si c'est comme des anthropologues. Regardez, la dame va à la messe, oh là là, comment elle s'habille. C'est fabuleux, les mecs nous observent maintenant. C'est fabuleux. C'est vrai que, mais blague à part, malheureusement, il faut savoir qu'en 2012, il s'est passé quelque chose d'historique. Alors, on s'en est pas rendu compte parce que on l'a pas vraiment vu, mais depuis 2012, maintenant, quand on regarde le PIB mondial, c'est-à-dire la richesse mondiale, eh bien, plus de la moitié de cette richesse mondiale est créée par justement ce qu'on appelle les pays émergents. C'est la première fois que ça arrive. Et nous, les Européens, les Américains, les Occidentaux, au sens large, on ne se rend pas compte de cela. On se dit, mais non, nous sommes toujours les maîtres du monde, etc. On fait ce qu'on veut. Et ce n'est plus vrai. Vous voyez, sur notre sujet, on parlait des paradis fiscaux il y a quelque temps. Aujourd'hui, l'un des plus grands paradis fiscaux, c'est Macao et Hong Kong. Et les Chinois interdisent qu'on en parle. Et on n'en parle pas. Ouais. Vous voyez, donc, c'est ça le drame. C'est que, malheureusement, on n'a plus les cartes en main. Et donc, on a un mouvement qui va malheureusement continuer, sauf si on arrive à faire de la croissance, malheureusement, c'est pas demain la veille. On n'y est pas. Et ça, le danger, c'est que si nous, pays développés, entre guillemets, on veut faire une croissance, il faut qu'on fasse de l'innovation, il faut qu'on baisse la pression fiscale, il faut qu'on innove. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on est bloqué, on pense qu'à la dépense publique. Et c'est là le vrai danger. Et donc, c'est pourquoi le danger supplémentaire, parce que là, on parle des mouvements de main-d'œuvre. Très bien. Et après, il va y avoir des mouvements financiers qui vont arriver. C'est-à-dire que ces investisseurs, des pays du Qatar, etc., de Chine et autres, on commence à investir chez nous. Et donc, on risque également de perdre notre indépendance. Oui, je suis d'accord, mais enfin, qui viennent investir, moi je suis heureux. Qui viennent donner de l'emploi, qui restaurent des grands hôtels parisiens, qu'ils achètent, qu'ils investissent. Moi, j'embrasse le monde tel qu'il est. J'aime le monde et j'aime qu'il y ait des investisseurs qui viennent en France. Mon Dieu, c'est un peu facile de se pincer le nez en disant, mon Dieu, nous perdons notre souveraineté. Ben venez, tiens, moi j'ai envie de la perdre, ma souveraineté. Venez investir chez nous. Bon, merci en tout cas Marc Toiti, c'était adorable d'être avec nous. Marc Toiti, je vous le rappelle, il est économiste, il est auteur du dictionnaire terrifiant de la dette et il publie ce livre aux éditions du Moment. Alors, je vous l'avais promis, il est avec moi, il s'appelle Hicham Abdel Moula, il est restaurateur à Tanger au Maroc. Bonjour Hicham. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est adorable. Avec grand plaisir. Alors vous savez que là, il y a des Français qui écoutent cette émission, mais qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des Européens qui quittent l'Europe, des Espagnols comme ça, qui vont chercher du boulot hors d'Espagne, hors de cette belle Europe, au Maroc. Mais c'est pas possible un truc pareil. Et pourtant, c'est la vérité. Je voudrais seulement intervenir sur ce que M. Toiti a dit, sur la globalisation.
C'est ces pays qui disent qu'ils sont souverains et à qui le monde appartient, comme la France, les États-Unis, etc., qui ont créé ces outils de globalisation, Internet, etc. Donc c'est eux qui ont créé la globalisation. Donc ils doivent accepter qu'aujourd'hui ils n'ont pas autant de contrôle sur le monde qu'ils avaient avant. Je suis d'accord avec vous. Donc, totalement. Ça c'est un point. Deuxième point sur le Ghana, comme quoi vous avez dit que si c'est pas les Français qui vont au Ghana, ça va être les Chinois. Ça c'est différent de mon cas, de notre cas ici au Maroc. En parlant des Français qui vont au Ghana et le blanc ingénieur qui travaille sur son trax, ça c'est des entrepreneurs qui vont là-bas pour faire de l'entrepreneuriat et gagner de l'argent. Oui. Ici au Maroc c'est un peu différent. Il y a de l'entrepreneuriat espagnol, mais aussi il y a des gens qui viennent, comme vous avez dit, à travailler, à trouver des postes de travail simples et qui viennent des fois clandestinement parce que ils sont au bout de leur misère. Ouais. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Il y a de plus en plus d'Espagnols qui viennent ici. Moi, dans mon restaurant, il y en a pas mal qui déposent leur CV pour travailler juste comme ça. Et ça, c'est un peu nouveau pour nous. On avait l'habitude que ça soit l'opposé, que c'est nous qui allons en Espagne pour chercher du travail. Et ils acceptent des salaires que les Marocains acceptent. Donc c'est pas des salaires énormes ou qui sont corrects pour l'Espagne. Mais c'est juste que là, c'est une crise très difficile pour eux. Alors, est-ce que par exemple dans votre restaurant à Tanger, vous avez de la main-d'œuvre espagnole? J'en avais, parce que c'est difficile de les retenir à chaque fois. En fait, ils viennent et ils essaient, et après ils changent et ils vont en Espagne parce que c'est difficile pour eux de rester très loin de leur famille. D'accord. Mais moi, je vois autour de moi qu'il y a beaucoup. Par exemple, j'avais du personnel et je vais en avoir. Par exemple, cet été, quand la saison va arriver, je vais avoir des Espagnols, mais aussi j'ai beaucoup de clients espagnols qui viennent ici pour la construction, pour le jardinage, la plomberie, la vraie main-d'œuvre à l'ancienne. Ouais. Ben oui, parce que le développement immobilier de l'Espagne, la promotion immobilière sur les côtes espagnoles s'est un peu arrêtée avec la crise. Donc on vient, tous ceux qui étaient dans le sillage de la promotion, c'est-à-dire tous ces métiers artisanaux, la plomberie, etc., ben ils ont moins de travail. Donc du coup, ils viennent, ils traversent la Méditerranée, ils vont au Maroc proposer leurs services. Ouais, et aussi ce qui est très choquant, c'est qu'il y a aussi des mendiants espagnols à Tanger en ce moment. Ouais. Donc ils rentrent, ils viennent, ils ont des techniques à eux pour dire nous on est resté bloqués, on n'a pas quoi manger, est-ce que vous pouvez nous aider avec 2 sous? Et ça c'est très choquant. Dites-moi, Hicham, est-ce que la police marocaine est aussi dure avec les migrants européens que par exemple les polices européennes avec les migrants qui viennent du monde du Maghreb par exemple? Non, je pense qu'on est un peu plus gentil. Ouais. Ouais. Mais on raccompagne quand même les Espagnols, par exemple, aux frontières, quand on a des clandestins, des travailleurs clandestins? Non, les Espagnols, moi j'ai vu ça avec mes propres yeux, les Espagnols, la police espagnole, elle est vraiment méprisante envers les clandestins marocains. Mais après, il faut comprendre, parce que c'était des quantités énormes de migrants marocains, sénégalais, africains qui passaient par le Maroc. Donc, à un certain moment, on a un peu marre. D'accord. Mais là, c'est pas les mêmes quantités, mais je sais pas si ça va changer. Mais en ce moment, la police marocaine, elle est très correcte avec les migrants espagnols. Parce que pour nous, on dit que c'est pas pour toujours. C'est juste de passage. Il y a juste une crise et après ça va changer, après tout va redevenir normal. Et peut-être, Hicham, que nous l'ignorons, vous et moi encore, mais peut-être que le Maroc est l'avenir de l'emploi des Européens. Allez savoir, on verra dans quelques années. Mais c'est qu'ils sont tous bienvenus. Ouais. Et il y a beaucoup de travail. Si quelqu'un veut venir, moi je peux l'aider ici pour qu'il trouve un bon travail.
Merci, en tout cas, merci à Hicham Abdelmoula. Comment il s'appelle votre restaurant à Tanger? El Tangerino. Ah, El Tangerino, ok. Ouais. Merci à vous. Au revoir, au revoir, merci. Hein. C'est bien Antoine Perrin d'avoir réussi à le contacter, c'est fabuleux. Bon. Des mendiants espagnols à Tanger, il nous dit. Incroyable. Hein. Incroyable. Bon, il est 13h28, comment est-ce que ça vote? Eh bien, 58% carrément d'accord avec toi, Eric, aujourd'hui, qui nous dit que les Européens vont devenir la nouvelle main-d'œuvre de l'Afrique. Vous êtes assez nombreux à voter aujourd'hui, c'est intéressant. Vous êtes carrément d'accord ou carrément pas d'accord? En tout cas, c'est oui ou non par SMS au 610 71 ou bien sur le site RMC. Réagissez en direct sur RMC, c'est Carrément Brunet, Eric Brunet. Oui, les Européens, les Français, les Espagnols, les Grecs, les Italiens, les Portugais, eh bien, vont devenir la nouvelle main-d'œuvre de l'Afrique. Vous êtes à peu près 55%, si j'en crois les chiffres que nous a communiqués tout à l'heure Antoine Perrin, vous êtes à peu près 55% à être d'accord avec moi. C'est intéressant, on a entendu Hicham Abdelmoula, restaurateur au Maroc, qui nous parlait de ces Espagnols, qui traversent la Méditerranée. Ils sont des centaines de milliers pour venir trouver de l'emploi au Maroc. Eh bien, le Maroc, c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que c'est un phénomène qu'on constate un peu partout en Afrique. Tenez, c'est marrant parce que je lisais également dans Jeune Afrique un article paru le 16, c'est-à-dire il y a 2 jours. Les expatriés ivoiriens reviennent travailler en Côte d'Ivoire. Ils quittent la France. Donc ceux qui avaient quitté, vous vous souvenez, la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait la guerre, les événements dont vous vous souvenez il y a quelques années, ils quittent la France maintenant pour rentrer dans un pays qu'ils jugent économiquement prospère. Alors vous pouvez vous dire peut-être qu'ils rentrent chez eux. Oui, moi je dirais il y en a certains qui doivent revenir chez eux dans leur Côte d'Ivoire chérie. Et puis il y en a d'autres qui doivent se dire si on revenait en Côte d'Ivoire parce qu'on y a pris quelques habitudes jadis, et vu que la France, il n'y a plus de boulot, eh ben on va revenir là-bas. Voilà. N'oublions pas, je le redis, que c'est la croissance à 2 chiffres en Afrique, alors qu'ici on tape sur une croissance à 0,1%. Je crois que c'est très optimiste. Hein. C'est très très optimiste, même ce 0,1%. Vous êtes très nombreux à m'appeler au 32-16. Allez, on va prendre un d'accord, un pas d'accord. Antoine et Samir. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Eric. Vous allez bien? Très très bien. Je suis à Toulouse, donc je vais bien. Bon, quel temps Toulouse? Un peu gris. Un peu gris. Bon, dites-moi, vous pensez que l'Afrique c'est réservoir d'emploi considérable, hein? C'est un réservoir d'emploi, mais plus je vous écoute, plus j'écoute vos invités, plus finalement je suis tenté de corriger mon opinion. Ah. Et je pense, en fait, quel est notre problème? Nous sommes dans un problème, nous en Europe, dans une zone euro qui est ingouvernée, qui est en panne de croissance, qui est surendettée et qui a des classes moyennes qui sont au bout du rouleau. Alors que les pays émergents, eux, sont dans des phases de croissance économique qui sont importantes, quoi qu'il faille pondérer, et ils ont des classes moyennes émergentes qui sont demandeuses de produits et de services qui sont notre quotidien depuis bien longtemps. Donc nous vivons un moment très particulier. Je n'oublie pas non plus que nous, Européens, avons encore un leadership en matière technologique, industrielle. Il nous reste quand même quelque chose. Donc méfions-nous des jugements un peu trop rapides, un peu trop expéditifs, et n'oublions pas, vous allez peut-être me taxer de tout et n'importe quoi, mais quant au Maroc, n'oublions pas que le pays ayant adhéré à l'OMC bénéficie de la clause de nation émergente, donc il bénéficie de tout un tas d'avantages au niveau du commerce international qui lui permettent de s'insérer dans la mondialisation. Jean-Marc Ayrault était en visite il y a quelques semaines au Maroc. Il y a eu un plan d'aide de 235 millions d'euros de la part du gouvernement français pour aider à l'industrialisation du Maroc. Renault fait produire la Logi au Maroc. Donc, oui, il faut savoir raison garder. Nous sommes dans une séquence d'ingouvernabilité et de difficultés européennes. Et il me paraît que si nous arrivions à les corriger quelque peu, nous reprendrions de manière naturelle notre développement économique. Mais Antoine, vous pouvez me sortir tous les arguments que vous voudrez. Quand il y a des pays en Afrique qui ont des croissances à 2 chiffres, c'est clair. De toute façon, c'est des aspirateurs à emploi. C'est une succion. Eric, regardez le point de départ. Oui, bien sûr. Ils ont un besoin d'infrastructures, un besoin d'aéroports, de logements, de systèmes de santé, que cela crée un effet de levier très important. Donc quand vous faites un taux de croissance de 5 en partant de plus loin, c'est naturel. Nous avons atteint un niveau de développement, voire de saturation de nos marchés, qui fait que pour nous, 1 point de PIB, c'est plus difficile à conquérir que pour eux, 5 points de PIB. Quand vous construisez un aéroport à Conakry, alors bien évidemment, vous faites un levier sur le PIB qui est très important, que nous ne pouvons pas faire. C'est vrai. Notamment le Maroc. Le Maroc, ils sont qu'à un peu moins de 3% de croissance, 2,7%, mais ils ont l'élargissement du réseau des autoroutes, l'extension, l'amélioration des aéroports, le renforcement du réseau ferroviaire, le TGV
TGV Tanger-Casablanca. Et voilà, quand vous créez un réseau ferroviaire en point de PIB, ça fait un levier considérable. Et je vous rappelle aussi que lorsque nous vendons un TGV au Maroc, nous vendons quelquefois l'infrastructure technologique qui doit leur permettre de le construire. Aujourd'hui, on fait un transfert de technologie. Donc, ne perdons pas le fil. L'Europe n'est pas un sentiment de perdition. Prenez la carte des grandes puissances il y a un siècle. Aujourd'hui, vous avez les mêmes grandes puissances. Bof. Les deux plus grandes puissances du monde en 1910, il y a un siècle, c'est la France et l'Angleterre. Hein. Qui sont encore des grandes puissances. On est encore dans le G7. Comme je vous trouve optimiste, mon cher Antoine. Mais monsieur Brunet, l'optimisme, c'est le ressort du succès, vous savez. Oui, mais j'entends bien, mais enfin, bon, disons que je suis plus réaliste que vous, alors. Hein. Un jour bien. Bon, et Antoine, vous avez jamais gagné la casquette, vous qui nous appelez souvent la casquette RMC, de Carrément Brunet. Oui, et d'ailleurs, j'en déprimais depuis plusieurs jours. Eh ben, c'est très injuste, parce qu'il est bon, Antoine, et il a gagné une casquette carrément bon, et il va pouvoir capter les regards des filles et des garçons. J'irai au Maroc avec. Il ira au Maroc avec. Allez, casquette Carrément Brunet, carrément bon pour Antoine. Antoine, on va inventer une petite cloche maintenant quand on fait gagner la casquette. On est nuls en marketing, nous. Il va falloir qu'on se vende davantage, les amis. Hein. Mais c'est une alerte, une sirène. Ouais, très bien. C'est un peu mal dit, non? Merci Antoine. Dis donc, je l'ai pas dit. On a eu les sondages mardi RMC. Je vous le dis, Antoine, on est 635 000 à écouter Carrément Brunet. Je suis pas un frimeur quand même. Hein. J'ai fait un record absolu d'audience, comme il y en a jamais eu sur 13-14 heures à RMC. On est 635 000. Je suis drôlement fier. Et ce qui fait votre succès, c'est votre liberté de ton. Ouais, ça me touche. Voilà. Et ceux qui font de la soupe et du politiquement correct, eux, ils vont péricliter tranquillement. Donc continuez comme ça. Merci Antoine. À bientôt. Au revoir Antoine. Casquette pour Antoine. Je souhaite pas que les gens périclitent, hein, mais ça fait plaisir. Et puis comme moi j'aime l'économie de marché, vous connaissez mon principe, les amis. Si je suis là, c'est grâce à vous. Hein. Le jour où vous disparaissez, Franck Lanoux, le patron de la RMC, a beau m'aimer. Les jours où vous disparaissez, il va dire bon, on va attendre les prochaines audiences. Et puis si vous disparaissez vraiment, il y aura plus de Brunet. Donc je vous remercie personnellement d'être fidèle. Allez, Samir m'appelle du département de l'Eure. Bonjour Samir. Oui, bonjour Monsieur Brunet. Comment allez-vous? Pleine forme. Et vous? Oui, ça va tranquillement, il fait beau, donc ça va. Ah, il fait beau dans l'Eure. Oui, il fait très beau. Préfecture de l'Eure. C'est Évreux. Ah, Évreux, bien sûr. Je suis nul. Bravo. Dites-moi, alors vous en pensez quoi, vous, de l'idée de voir cette Afrique insolente par finalement sa croissance, même si on le disait tout à l'heure, elle part de loin, devenir un réservoir d'emploi pour la vieille Europe moribonde? Non, Monsieur Brunet, je suis carrément pas d'accord avec vous, pour la bonne et simple raison, c'est que moi, je suis d'origine marocaine et qui habite dans cette région, donc de Tanger, Tétouan, Ceuta, en fait, toute la côte méditerranéenne. Donc en fait, les Espagnols qui viennent au Maroc, ce sont pas forcément des Espagnols, comme vous dites tout à l'heure, des Blancs, c'est souvent des immigrés marocains qui ont travaillé en Espagne X temps et qui sont devenus espagnols avec le temps, qui reviennent au Maroc parce qu'il n'y a plus de travail en Espagne. Ils reviennent récupérer soit leur terre qu'ils avaient au Maroc, soit une boutique, soit quelque chose qu'on leur a laissé au Maroc tout simplement. Et il y en a beaucoup. Il y a 95% de mes cousins qui sont partis en Espagne il y a une vingtaine d'années, Monsieur Brunet, sont revenus au Maroc parce qu'il y avait vraiment plus de travail et ont repris l'affaire familiale. Mais pour moi personnellement, l'Afrique ne sera pas, l'Europe ne sera pas la main-d'œuvre de l'Afrique. Ce n'est pas possible au jour d'aujourd'hui, sachant qu'au Maroc, le salaire moyen d'un smicard entre guillemets au Maroc, c'est quand même de 250 à 300 euros. Donc moi qui suis souvent là-bas, qui suis 2-3 fois par an au Maroc chez moi à la famille, quand je vois mes cousins qui travaillent pour 200 à 300 euros, je n'imagine même pas un Espagnol, un Italien, un Français ou un Grec venir au Maroc travailler pour 300 euros. Achetez Courrier International, page 18, qui est sorti le 18 avril. Je vais vous lire un petit extrait. Avant la crise, se souvient Marcos Martinez. Martinez, c'est pas un Marocain espagnol. Hein. Avant la crise, personne en Espagne n'aurait imaginé partir un jour au Maroc pour travailler. Ça ne nous serait jamais venu à l'esprit. Le chômage en Espagne a aujourd'hui atteint le taux ahurissant de 26% et les Marocains ont cessé de regarder l'Espagne comme un pays de cocagne. À l'Instituto Cervantes de Tanger, au Maroc, le nombre de Marocains inscrits à des cours d'espagnol a diminué de presque un tiers depuis le début de la crise en 2008. Dans le même temps, le nombre de CV d'enseignants espagnols reçus chaque mois a
doublé, constate Javier Galvez, un des dirigeants de cet établissement. Enfin, moi je pense que ce phénomène des 300 000 Espagnols qui sont allés chercher du travail au Maroc, ça dépasse largement le cadre des binationaux marocains espagnols. Hein. Oui, ouais, Monsieur Brunet, parce qu'on se rend pas compte réellement sur le terrain, parce que moi je vous dis, comme j'y suis souvent, je suis 2 à 3 fois par an, et je vois ce qui se passe. Les Espagnols, il y en a certes, comme il y avait à une époque, parce que Tanger, faut pas oublier que la côte, la Tanger, Tétouan, Ceuta, il y a toujours eu des Espagnols, parce qu'il y a eu une histoire entre le nord du Maroc et le sud de l'Espagne, donc il y a toujours eu des Espagnols, mais là, au jour d'aujourd'hui, sérieusement, je vois pas plus d'Espagnols qu'avant, et au niveau de l'immigration, certes, l'immigration qu'il y a au Maroc est souvent dans le nord du Maroc pour éventuellement partir en Espagne, c'était l'immigration africaine ou l'immigration locale. Enfin, c'était les Marocains ou l'immigration qui arrivait du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Cameroun, d'Algérie, de Tunisie, donc c'était ça. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas, et je reste pas d'accord avec vous que l'Afrique sera la main-d'œuvre, enfin l'Europe sera la main-d'œuvre de l'Afrique, et que non, c'est pas possible. Je vous redis les 10 pays les plus prospères, hein. Le Ghana avec 13,7% de croissance, la République du Congo avec les revenus du pétrole, le Botswana, le taux, les croissances les plus élevées d'Afrique, le Zimbabwe qui est redevenu stable sur le plan politique, le Nigeria, la Zambie, l'Éthiopie, même le Mozambique, la Tanzanie, le Malawi, les pays du Maghreb bien évidemment, l'Angola, tout ça, ce sont des pays à forte croissance qui ont besoin c'est l'histoire des vases communicants. Ils ont besoin plus seulement d'expertise, ils ont besoin d'ouvriers, ils ont besoin d'employés, et quand on voit le chômage vraiment dramatique dans les pays européens, moi, que vous le vouliez ou non, vraiment, Samir, j'ai l'impression qu'il va y avoir un effet vase communicant. Pas qu'au Maroc, partout. On va voir. Partout, de toute façon, c'est vrai. J'ai lu des articles. Il y a des Portugais qui reviennent dans leur ancienne colonie qu'est l'Angola. Fini la guerre en Angola. Les Portugais quittent Lisbonne, Porto, vont travailler en Angola pour des petits boulots de serveurs, pas seulement dans l'industrie, pas seulement dans l'extraction de pétrole. Ils vont bosser, ils vont bosser en Angola. Moi, comme je dis, Monsieur Brunet, c'est au jour d'aujourd'hui, avec la vision que j'ai moi de l'Afrique, et ce que j'en pense surtout au Maroc, parce que je connais bien, c'est vraiment ce que vous pensez. Moi, je ne pense pas. C'est vrai que ça se développe. Les entreprises françaises viennent beaucoup au Maroc travailler, ça certes, mais c'est vrai qu'au niveau du recrutement, c'est souvent du local, et le cliché qu'il y avait, le cliché des patrons blancs et des ouvriers entre guillemets des ouvriers africains, c'est toujours comme ça, c'est toujours pareil. Ouais. Non, mais peut-être encore, mais pas pour si longtemps. Bon, en tout cas, l'avenir parlera. Samir, je respecte votre opinion, et c'est assez partagé, me disait tout à l'heure Antoine Perrin. Merci à vous, Samir. Dans un tout petit instant, nous irons retrouver Pouria Amirchahi, qui est député socialiste des Français de l'étranger et qui représente ceux qui vivent en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, et c'est très intéressant parce que lui nous donnera sa vision de parlementaire, de ses administrés en Afrique. Voilà, il est 13h45. Et le Brunet-Métrie. Yes. Carrément d'accord, carrément pas d'accord. Pour l'instant, vous êtes 60% carrément d'accord avec Éric Brunet. Vous pensez donc que les Européens vont devenir la nouvelle main-d'œuvre de l'Afrique. Vous votez nombreux. SMS 610 71 et sur le site rmc.fr. À tout de suite. RMC Carrément Brunet. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Alors les messages, Antoine. Alors on a Patricia d'Angers, carrément d'accord avec vous, Eric. Elle dit que la France et les autres pays européens se sont trop longtemps reposés sur leur laurier. Mais avec les plans d'austérité, le chômage, le manque de travail, oui, c'est nous, Français, dit Patricia, qui allons être obligés de partir. Un retour de bâton causé par nos politiques qui n'ont jamais anticipé les risques. Très agacée, Patricia, à Angers. Étienne de Dainville, dans le Pas-de-Calais, est carrément d'accord avec le Brunet-Métrie. Pour lui, c'est normal si les Espagnols, les Français et beaucoup d'autres vont tenter leur chance dans les pays d'Afrique, car c'est là où il y a désormais du travail, des emplois. L'Europe, dit-il, est gangrénée par le chômage et les économies à faire, alors que dans les pays d'Afrique, il y a des perspectives d'avenir fabuleuses. Marc, dans le Doubs, n'est carrément pas d'accord avec toi, Eric. Pour lui, il faut arrêter de critiquer en permanence l'Europe, qui offre un niveau de vie et une protection sociale bien supérieure à la quasi-totalité des pays d'Afrique. Julie de Saint-Etienne, pas non plus d'accord avec toi, Eric. Je suis bien contente de
rester travailler en France, nous dit-elle, où certes le coût de la vie est plus cher, mais au moins il y a de la solidarité avec les cotisations sociales par exemple. Cette sécurité, je suis sûr de pas la retrouver dans certains pays d'Afrique qui n'ont pas notre système de protection sociale. Jean-François de La Rochelle. Disons, chaque hiver, moi je vais depuis des années au Sénégal, dans un tout petit village où je loue une petite maison. Oui. Et c'est marrant parce qu'à côté, il y a des villages de Français avec des retraités qui auraient une petite retraite s'ils habitaient à Bordeaux ou à Colmar, mais ou à Paris, a fortiori. Mais là, avec leur retraite, ils sont heureux comme tout et ils vivent comme des pachas. Hein. Donc c'est des vrais petits villages de petits blancs entre guillemets qui sont constitués au Sénégal. Ouais, c'est une forme d'immigration. On a Jean-François de La Rochelle qui est d'accord avec toi, Eric. Les plans d'austérité comme en Espagne étranglent totalement citoyens, qui n'a que comme solution de subir les hausses d'impôts, de taxes et de chômage. Alors autant partir dans des pays où on offre l'emploi et des conditions de vie équivalentes, voire peut-être même meilleures qu'en Europe. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Ah, aujourd'hui, la journée a commencé bizarrement puisque je suis tombé sur un article du magazine Courrier International sur l'immigration espagnole au Maroc et plus généralement l'immigration européenne dans les pays d'Afrique qui sont à forte croissance. Et voilà, je pense que les Européens vont devenir la nouvelle main-d'œuvre de l'Afrique. Bonjour Pouria Amir Chahi. Bonjour. Merci d'être avec moi. Vous allez bien ? Très bien, et vous? Très bien. Alors vous êtes où là? Vous êtes à Paris ou sur votre... Je suis en route pour aller à Ouagadougou. À Ouagadougou. Qui est aussi dans ma circonscription. Non mais attendez, vous êtes en route où? Ça veut dire où? Sur la route? Je suis dans le taxi vers l'aéroport. Ah oui, d'accord, donc à Paris. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Le pays, Burkina Faso, le pays des hommes... Non, il y avait une maxime, le pays des hommes sages, je crois. Oui, il y en a beaucoup sur le Burkina. Ouais, formidable. Très beau pays dans le Burkina Faso, hein. Oui, c'est un beau pays, très beau. Bon, qu'est-ce que vous pensez alors de cette idée qui se répand auprès des gens qui sont un peu experts de l'Afrique, des journalistes de Jeune Afrique, des journalistes de Courrier International qui disent, si on est un peu prospectif, l'Afrique va devenir un réservoir d'emploi pour les Européens désœuvrés. C'est vrai, mais en même temps, il faut le relativiser. Et il y a eu des immigrés européens qui sont allés en Afrique. On en a déjà depuis très longtemps, et surtout la communauté française est établie là-bas. Ne serait-ce que dans ma circonscription, environ pour 140 000 Français. Alors il y a des binationaux, c'est vrai, il y a des résidents de longue date. C'est quoi votre circonscription exactement? Tiens, on va la rappeler. C'est toute l'Afrique du Nord, moins l'Égypte, donc y compris la Libye, et toute l'Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina, Sénégal, Mauritanie, Conakry, Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc on a quand même maintenant, c'est vrai, des gens qui vont tenter leur chance en Afrique, mais il faut pas oublier que les Marocains, puisque vous parliez du Maroc, c'était surtout le sujet, eux ont un autre problème à régler, c'est le taux de chômage qui est incroyablement élevé. Et tout le monde est conscient de ça au Maroc, et donc priorité va être donnée à l'emploi des Marocains. Je rappelle que les autorités marocaines savent parfaitement, comme d'ailleurs toutes celles du Maghreb, que c'est le sous-emploi des jeunes diplômés qui ont été une des causes de ce qu'on appelle le printemps arabe. Et donc les grandes politiques publiques vont être structurées autour de l'accès au marché du travail qualifiant pour justement la main-d'œuvre marocaine elle-même. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé pour les Espagnols, vous avez vu que maintenant ils sont à égalité, voire même d'une courte tête devant la France en partenaire commercial. Leur excédent commercial extérieur est cette fois-ci positif avec le Maroc, alors qu'ils sont en crise. Parce que leurs entreprises se sont tournées directement vers, et vous l'avez rappelé, un pays, et ils le font plus largement comme les Français, un continent qui est en croissance. Mais je pense que ça soulève un vrai problème stratégique. Parce que jusque-là, on a deux écueils entre le nord et le sud de la Méditerranée qu'il faut éviter. Le Maroc qui ferme ses frontières et qui va piquer les cerveaux. Voilà, ça on connaît ce schéma depuis longtemps. Et le deuxième, c'est la concurrence du sud de la Méditerranée qui a des salaires moins chers, moins élevés et qui du coup donne le sentiment de faire une concurrence. C'est toute l'affaire des délocalisations, des centres d'appel, etc. Donc il faut tourner le dos à ça. Il faut changer totalement de logique. Il faut faire, pardon du terme parce que c'est vraiment galvaudé, j'en ai marre, mais c'est le gagnant. Gagnant, en vérité, ça veut dire on va essayer de colocaliser, de multilocaliser notre production. En français, ça veut dire quoi? Lorsque au lendemain de la chute du mur de Berlin, Polonais, les Allemands, les Hongrois, les Tchèques se sont alliés dans une stratégie industrielle
autour de quelques filières. Ils ont eu ils ont tous été en situation de gagner et d'élever leur niveau de vie économique ou de préserver, ce qui est le cas de l'Allemagne, ses amortisseurs et son niveau global de performance économique. Il faut qu'au lendemain du printemps arabe, il faut que les Français, surtout les Français et la France, comprennent qu'il est temps, avec nos amis, des peuples amis avec qui nous partageons tant, avec l'Algérie, avec la France, le Maroc, la Tunisie, et pourquoi pas les pays latins aussi. Je pense que l'Espagne et l'Italie sont dans cette vraie logique méditerranéenne. On ait cette même stratégie de multilocalisation et de faire en sorte que, pour employer un vocabulaire d'économiste de gauche, nous partagions la valeur ajoutée. Je pense que c'est ça maintenant qu'il faut faire, et tout miser sur le transfert de compétences, les formations, et faire en sorte que... Et dites-moi, non, je vous entends, entendu, très bien, Hicham Pouria Amirchaï. Question, tous ceux qui nous écoutent là, qui sont des jeunes diplômés qui cherchent pas de travail, des chômeurs, des gens qui ont bossé pendant des années qui n'ont pas d'emploi, là, est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent envisager la piste africaine, quel pays, avec quelles précautions? Enfin, moi je suis un conquérant, j'aurais pas de boulot aujourd'hui, je peux vous dire que j'écouterai avec une grande attention cette émission et je me dirais tiens, j'ai un cousin, j'ai un ami, j'ai quelqu'un qui bosse à Dakar, j'ai envie de lui demander, il y a quand même des industries, rien qu'en Espagne, rien qu'au Maroc, pardon, puisque nous en parlions, il y a plus de 800 entreprises espagnoles qui sont installées dans les secteurs bancaires, tourisme, télécommunications, énergie, textile, traitement des eaux. Enfin, il y en a partout sur le continent africain. Donc je veux dire, comment on fait pour trouver du boulot? Pourquoi on va s'installer? Non, mais ça c'est une vraie question. Tous ceux qui veulent tenter leur aventure, et moi je les y invite bien volontiers. Après tout, nous accueillons aussi en France des étrangers, c'est tout à notre honneur. Donc si d'autres Français veulent vivre et s'expatrier, c'est bien de tenter l'aventure aussi, d'avoir cette expérience. Comment on fait? On s'adresse à l'ambassade de France. Il y a des dispositifs d'accueil et d'accompagnement professionnel. Il y a des entreprises, il y a des chambres de commerce et d'industrie. Donc ce que je veux dire, c'est que comme il y a des entreprises espagnoles, il y a aussi des entreprises françaises. Et elles sont très très nombreuses. Bon, mais il y a aussi des entreprises marocaines. Je rappelle que le Maroc est un pays qui revendique une pluralité d'identités et de langues, et on y parle aussi le français. Donc il y a des entreprises marocaines qui peuvent être effectivement tentées par des profils particuliers qu'on ne trouve pas encore suffisamment au Maroc, mais qu'on trouve en France sur des formations particulières ou sur des niveaux de qualification très précis. Donc oui, je pense que ça se tente. Et puis s'il y en a qui veulent en savoir un peu plus, c'est pas difficile. Ils me contactent à ma permanence. Mon adresse est à l'Assemblée et je les renseignerai volontiers. Merci beaucoup Pouria Amirchaï. Merci à vous. Ouais. Je vous souhaite une bonne journée, un bon voyage à Ouagadougou, au Burkina Faso. Au revoir. Voilà, c'était Pouria Amirchaï, député socialiste des Français de l'étranger, qui représente notamment ces Français qui vivent en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Ça comprend, il l'a dit, le Maghreb sans l'Égypte et l'Afrique de l'Ouest avec des pays comme le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, etc. Il est aussi secrétaire national du Parti socialiste, Pouria Amirchaï. Voilà, il est 13h56, c'est la fin. Oui, j'ai une très mauvaise nouvelle, les amis. C'est la fin de Carrément Brunet.